Madame la vice-présidente, bonjour. Bienvenue à Aix-en-Seine. Permettez-moi tout d'abord de vous présenter. Donc, vous êtes vice-présidente exécutive de la Commission européenne. Vous êtes en charge de l'économie numérique, de la concurrence, des synergies entre les industries civiles, la défense, le spatial. Vous coordonnez les travaux de la Commission sur l'intelligence artificielle, mais aussi sur la taxation de l'économie numérique. Donc, quand on lit la lettre de mission de la présidente von der Leyen, c'est absolument impressionnant. Vous avez une feuille de route qui va de la concurrence à la fiscalité, en passant par la politique industrielle. Et donc, vous étiez auparavant ministre au Danemark et également commissaire à la concurrence dans la précédente commission. Et je vais commencer par un paradoxe qui va vous faire plaisir, je pense. Vous êtes très populaire en France, alors même que vous étiez à la concurrence dans la précédente commission. Et vous savez que les Français ont toujours un sujet avec la politique de la concurrence, et ils avaient un sujet particulier sur lequel nous reviendrons concernant une certaine fusion. Alors, qu'est-ce qui fait que vous êtes si populaire en France? Eh bien, c'est parce qu'en fait, dans vos fonctions, vous avez pris en charge de façon très sérieuse la question des abus de position dominante d'un certain nombre d'opérateurs de l'économie numérique, et vous vous êtes intéressé de façon plus générale à la taxation de ces grands opérateurs multinationaux. Et donc tout ça a fait de vous une femme absolument formidable que les Français admirent beaucoup par cette action. Alors maintenant, quels sont les enjeux pour cette nouvelle commission dont vous êtes une des principales représentantes? Comment faire que l'Europe soit plus forte dans le monde, comme c'est l'intitulé de cette session? En réalité, on est d'accord sur le fait que l'Union européenne s'est construite sur la base d'un agenda que j'appellerais progressiste, c'est-à-dire la liberté du mouvement des personnes, des biens et services, mais aussi des capitaux, un certain nombre de compétences communautaires, la concurrence, on en a parlé, le commerce extérieur, les fonds structurels et beaucoup d'autres, et puis des acquis communautaires qui sont très importants et que l'Europe essaye d'exporter d'une certaine façon à sa périphérie, l'état de droit, la démocratie, la concurrence. Et réponse à la crise financière, l'union bancaire en particulier. Donc je crois que c'est unique dans le monde, même si ça n'est pas toujours perçu par les citoyens européens. Cette expérience est unique et cette construction est aujourd'hui en danger, et c'est de cela dont nous voudrions parler ensemble. En danger en raison de la résurgence du protectionnisme, en raison de la montée du populisme, en raison, on le voit aujourd'hui, des risques sanitaires et du repli nationaliste que cela a pu entraîner dans certains pays. Et puis enfin, et ça fait partie aussi de votre mandat, du progrès technique, tout simplement, qui permet aujourd'hui à certains opérateurs, à certains acteurs, d'avoir un pouvoir économique que l'on peut juger excessif, voire mal utilisé. Donc cette commission que vous représentez ici aujourd'hui, c'est d'une certaine façon, ça a été dit souvent, la commission de la dernière chance, c'est-à-dire si on ne traite pas très sérieusement un certain nombre de sujets, eh bien ça va très très mal se passer. Donc il y a une forte attente de la société civile à votre égard, il y a une forte demande de protection dans beaucoup de domaines, et je vous poserai en réalité de façon systématique sur tous les sujets que nous allons aborder ensemble, 4 questions. La première, c'est que devrait-on faire? La deuxième, c'est que pourrait-on faire? Et vous saisissez la nuance. La troisième, c'est qu'allez-vous faire, tout simplement? Et la quatrième, c'est comment allez-vous le faire? Et je pense ici à la cohérence avec les politiques des autres DG à Bruxelles, et je pense à la cohérence de votre action avec celle de Thierry Breton ou avec celle de Phil Hogan, bien sûr. Donc, le premier domaine, je crois, dans lequel vous êtes très, très attendu, c'est celui que j'évoquais tout à l'heure, c'est la taxation de ce qu'on appelle, pour faire vite, les GAFA. Et plus généralement, il s'agit de discipliner l'économie numérique, il s'agit de protéger les données individuelles. Donc, sur ce premier thème, que faudrait-il faire? Que pourrait-on faire? Qu'allez-vous faire? Et comment allez-vous le faire en cohérence avec les autres DG?
Eh bien, je crois toujours que la première chose à faire, c'est de dire merci. Merci pour cette invitation, merci de m'avoir invité à Aix. J'étais impatiente de participer à cet événement depuis longtemps parce que même si je ne peux pas être à Aix, c'est un endroit merveilleux. En tout cas, être ensemble pour ces conversations qui vont sans nul doute être très importantes. Donc merci beaucoup, c'est vraiment un plaisir pour moi d'être avec vous. Une petite chose tout d'abord, peut-être pour se mettre d'accord sur les postulats. L'Europe qui a été construite, bien sûr, était assise sur les 4 libertés, mais plus important peut-être encore, elle se caractérisait par une volonté européenne de faire des choix. Parce que nous avons choisi d'avoir une économie de marché sociale. C'est une économie de marché, certes, mais ce n'est certainement pas le règne du laisser-faire et du néolibéralisme. Et deuxième chose, nous avons voulu une société avec un État-providence. Ces sociétés ne sont pas parfaites, il n'y a pas égalité de tous, mais c'est tellement mieux, assurément, que ce que l'on voit à l'œuvre dans beaucoup de pays dans le monde. Parce qu'il faut une sorte d'arbitrage entre notre démocratie et la volonté de définir des limites et au sein de ces limites dire aux entreprises allez-y et jouer le jeu de la concurrence. Et ça, c'est important parce que c'est là que l'on peut trouver la conviction que le marché doit être au service des consommateurs de la même manière que la société doit servir les citoyens. Et ça, c'est une idée proprement européenne. Et nous avons maintenant eh bien, travaillé sur cette base depuis 60-70 ans. Et ce sont des choix que nous avons faits de manière cohérente pour améliorer les conditions de vie de tous les gens qui habitent en Europe. Et il est important que nous continuions à le faire, et ce, dans un monde qui devient de plus en plus numérisé. Et ce qui eh bien, parle à beaucoup de monde, ce sont les impôts euh, et, et euh, notamment l'évasion fiscale. Et quand il y a impôt, taxation, il y a forcément évasion fiscale. Et c'est là que, eh bien, il faut que nous travaillions à cela. Beaucoup d'entreprises travaillent d'arrache-pied pour générer un bénéfice et euh, paient des impôts, qui est une forme de contribution à la société dans laquelle nous vivons. Et il n'est simplement pas équitable, pas juste que certaines entreprises, à cause de leur modèle d'entreprise ou de leur type d'activité, ne contribuent pas. C'est pourquoi nous avons travaillé si dur afin de créer un consensus mondial sur la taxation des entreprises du numérique. Parce que ce que nous devrions faire, c'est nous assurer qu'il y ait une justice fiscale. Et alors, bien sûr, ce que nous pouvons faire, c'est faire en sorte que cela advienne. Mais les États-Unis ont, semble-t-il, l'intention de s'extraire un petit peu du débat au sein de l'OCDE, mais nous devons bien sûr essayer d'éviter cela et nous devons nous assurer d'avoir une riposte, une réponse européenne. C'est pourquoi je suis consciente du fait que des pays individuels tels que la France, l'Espagne, le Royaume-Uni essaient de pousser pour garder cet élan, parce que je pense que c'est une question essentielle qui est celle de l'équité fiscale. Est-ce que vous voulez que je passe à la deuxième partie sur la technologie également? Je pense que ce serait très On peut, intéressant oui. pour notre D'accord. auditoire. Parce que c'est en lien étroit avec mon premier point, qui est que le marché doit être au service des consommateurs. Parce que euh, c'est pour moi absolument fondamental que la technologie soit au service des humains. On ne peut pas concevoir et accepter que des citoyens ne soient que des
petits éléments de production dans un immense univers numérique. Et c'est une impression qu'on peut parfois avoir quand on fournit des données à une grande machine, données qui peuvent être monétisées. Et il y a un certain nombre de choses qu'il nous faut faire, parce que une des choses que j'ai apprises de 3 affaires, celle d'Amazon et d'autres affaires, d'autres dossiers, c'est que nous pouvons euh, faire appliquer la loi de la concurrence, mais également avoir une forme de réglementation, de régulation. Et cette forme de réglementation, c'est de dire que à ceux qui sont les gardiens, les gatekeepers, que en présence de telles infrastructures, si vous avez une telle position sur le marché, eh bien, elle ne va pas sans une forme de responsabilité. Il ne faut pas vous autopromouvoir en vous servant des autres, qui étaient les 2 cas d'ailleurs auxquels je faisais allusion, les 2 affaires. Il faut faire preuve de retenue, car vous êtes un acteur de poids. Et, je... et il y a encore un dernier chapitre qui n'est pas écrit dans ce monde numérique. Il faut qu'il y ait un nouvel outil de concurrence pour permettre à de nouveaux acteurs de pouvoir nous assurer que à côté des gatekeepers, des gardiens qui existent, ne surgissent pas trop d'autres gardiens et gatekeepers qui fournissent l'accès à toutes ces plateformes. Et je pense que la société civile est très consciente de cette nécessité. Et nous voulons proposer une législation cette année ou au tout début de l'année prochaine. Important pour nous ce matin, pour voir comment l'Europe peut devenir plus forte dans le monde, c'est le dossier de la politique de la concurrence. C'est un dossier qui est cher notamment aux Allemands et aux Français. Vous avez bien sûr en tête le dossier Alstom-Siemens que vous connaissez très bien. Et donc, la politique de la concurrence est une ancienne politique, si l'on peut dire européenne, puisqu'elle date de la mise en place de l'Union européenne. Et donc, le monde a évolué depuis. Et tout le monde s'accorde sur le fait que probablement un toilettage de cette politique de la concurrence est nécessaire parce que nous vivons dans un monde différent. Donc sur ce dossier, quelles sont les grandes directions que vous allez pousser pendant ce mandat? La politique de concurrence n'est pas seulement importante pour les Français et les Allemands, elle l'est pour les 27 membres de notre Union. Parce que son rôle est absolument fondamental. Elle permet aux entreprises de se développer, de se renforcer si elles ont la préférence de leurs clients, des consommateurs, si leurs prix sont abordables, la qualité est là pour leurs marchandises ou leurs services. Et c'est vrai de toutes les entreprises à chaque maillon de la chaîne de valeur. Il va falloir des fournisseurs en amont et il faut que ces fournisseurs aient à la fois la qualité, l'innovation et des prix abordables. Et ce qui est à la base, donc, justement, de cette possibilité de développement, c'est ce qui a fait de l'Union européenne quelque chose d'exceptionnel. Et c'est vrai que c'est un défi. Mais c'est un défi qui, si vous le relevez, vous permet de développer vos compétences. Et c'est pourquoi nous avons un certain nombre de champions européens qui ont une position importante sur le marché, une position mondiale. C'est important parce que cela veut dire qu'on peut se développer, gagner en échelle, acquérir d'autres entreprises, mais tout en acceptant toujours d'être mis face à face avec des concurrents. Parce que si vous refusez la concurrence, si vous refusez la concurrence, vous pouvez augmenter vos prix, vous pouvez diminuer la qualité de vos produits ou services. Et ce principe est ce qui a structuré notre politique et notre Europe depuis des décennies.
Et bien sûr, eh bien, il faut nous adapter de manière à ce que ce principe puisse encore être valable dans le monde, dans l'environnement dans lequel nous évoluons. Il faut nous assurer que partout où le marché est mondialisé, il nous faut pouvoir évaluer cette place de marché mondiale, comme nous l'avons fait dans le cas Alstom Siemens, puisque c'était un marché mondialisé. Il se peut dans d'autres exemples qu'il nous faille être plus attentifs parce que eh bien, la nature, l'environnement naturel, les ressources naturelles sont en jeu. Il faut être conscient des enjeux sur ces marchés. C'est pourquoi nous avons lancé une consultation pour voir du point de vue des concentrations comment nous envisageons le marché et sa régulation. Nous avons passé en revue toutes nos lignes directrices sur des aides d'État et est-ce que ce sont les bonnes concentrations que nous voyons à l'œuvre? Parce que parfois, il se peut qu'une entreprise n'ait pas encore un chiffre d'affaires énorme, mais est un potentiel énorme. Et, et cela peut être très important pour le marché de eh bien, rester un endroit où eh bien, ces entreprises peuvent donner le meilleur d'elles-mêmes vis-à-vis de leurs fournisseurs, vis-à-vis de leurs concurrents. Et ce qui a été, je crois, mis à l'épreuve et prouvé aux États-Unis, quand ils ont eh bien, ils se sont relâchés un petit peu sur les lois de concurrence, cela a en fait ralenti la relance post-crise financière. Les gens ont souffert de manque d'emploi et de manque de relance. Et nous sommes aujourd'hui précisément dans une situation où on ne peut pas attendre la relance, on ne peut pas la ralentir parce qu'il y a des risques énormes d'un point de vue social, que les gens en souffrent. Et il faut que nous assurer que l'Europe ne soit pas à la traîne dans un paysage géopolitique et concurrentiel qui a complètement changé. C'est ça que nous voulons eh bien, avoir à l'esprit. L'Europe et sa politique de la concurrence ont souvent été accusées de bien protéger le consommateur et pas assez les entreprises en particulier. Et l'Union européenne a souvent été accusée de naïveté dans son approche des relations internationales, de la libre ouverture des frontières à l'ensemble des concurrences. Et il y a un sujet en particulier qui fausse le débat, c'est le sujet des subventions aux entreprises étrangères qui viennent concurrencer les entreprises européennes ou qui viennent investir en Europe. Et donc, il existe là-dessus des règles à l'Organisation mondiale du commerce, mais ces règles ne sont peut-être pas suffisantes. Donc, est-ce que vous pensez que de grands progrès doivent être faits en ce domaine? Comment peut-on rétablir des règles de concurrence non faussées? Je sais que la Commission a lancé un livre blanc sur le sujet. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur cette direction qui est absolument fondamentale pour ne pas protéger simplement les consommateurs, mais aussi les producteurs européens? Yes. Oui, c'est une remarque très juste, parce que quand on parle de concurrence équitable pour les entreprises européennes, eh bien, cela veut dire que nous avons aussi une obligation de les protéger contre une concurrence qui ne serait pas loyale. Et en passant en revue nos différents instruments, nos lois, nos règles, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas ce dont on avait besoin pour justement traiter de ce problème si un pays étranger eh bien, verse des subventions, soit pour l'acquisition d'entreprises européennes ou peut-être pour couvrir les frais de fonctionnement de ces entreprises qui opèrent en Europe ou lors des processus de marché public où il y a une concurrence qui est déloyale. Donc il s'agit d'être concurrentiel, mais d'éviter que ces entreprises étrangères soient plus compétitives parce qu'elles ont un avantage que les entreprises européennes n'ont pas. Donc, ce que nous avons à l'esprit de faire et ce sur quoi nous travaillons, c'est précisément cela. Si une entreprise est rachetée, eh bien, il y a un devoir de notification
Donc, à toute concentration, il faut qu'il y ait notification et c'est à l'Union européenne de décider ensuite si c'est dans son intérêt ou non. Donc, si vous faites l'acquisition d'une entreprise européenne grâce à des subventions, et si vous ne remplissez pas vos obligations, eh bien, il y aura ensuite une procédure et une amende à la clé. Donc, bien sûr, il y aurait des répercussions significatives, mais aussi, nous voulons avoir un outil qui nous permette, si nous avons constaté qu'il y a des plaintes, que nous avons entendu dire un certain nombre de choses sur le marché, parce qu'il y a des aides à des pays étrangers, que nous puissions traiter de ce problème et dire si vous voulez pouvoir bénéficier de ces subventions, eh bien, il faut que vous respectiez les règles. Si, grâce à ces subventions, vous avez construit des infrastructures, il faut que vous respectiez les règles. Il faut qu'un signal plus fort, plus clair, soit envoyé aux entreprises étrangères. Vous êtes les bienvenus pour venir sur le marché européen, mais il faut que vous respectiez les règles. Et au cours du dernier mandat, nous avons également modernisé des outils quant au mécanisme de commerce, je pense à l'industrie de l'acier. On ne peut pas eh bien, voir ces règles ne pas être respectées. Et vous savez que nous sommes lancés dans une lutte contre le réchauffement climatique. Nous avons des objectifs d'ici 2050 et c'est partie intégrante de la relance de l'Europe, de faire en sorte que cette relance soit verte. Il ne s'agit pas de rebâtir, reconstruire l'ancienne société, mais de construire quelque chose de nouveau. Et c'est pourquoi nous avons en tête de mettre en place un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières de l'Union européenne qui nous permette de lutter contre le réchauffement climatique. L'idée est de pouvoir justement eh bien, avoir un commerce équitable. Et il faut que l'Europe ait sa place dans cette lutte contre le réchauffement climatique. Il s'agit eh bien, d'encourager, bien sûr, les énergies propres, l'hydrogène, mais de pouvoir le faire avec une concurrence loyale. Donc, une équité sur la place de marché. Donc, dernière question pour conclure. La situation sanitaire est très, très difficile, même si on a une petite amélioration en Europe comparativement à d'autres régions du monde qui ont été touchées plus tardivement. Par rapport à cette situation, l'Union européenne a été active. Il y a un certain nombre de dispositions qui avaient été prises très temporairement par quelques pays pour empêcher la circulation de certains matériels médicaux, pour parler en des termes très généraux et ne citer aucun pays. Donc je crois que c'est tout à fait l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Comment envisagez-vous d'organiser mieux les choses à l'avenir, à la place où vous êtes, pour que ce genre de situation ne se reproduise plus? C'était terrible. Parce que c'était une situation dans laquelle certains pays ont été frappés en premier, ont été frappés durement, et ils ont demandé l'aide de leurs voisins de l'autre côté de la frontière, et ces voisins ont répondu par eh bien, une interdiction à l'exportation. Et cela a induit des blessures qui vont être longues à guérir. Et nous ne pourrons nous remettre de cela que si eh bien, nous faisons mieux. Nous devons nous aider les uns les autres à nous remettre de tout cela, mais nous devons aussi apprendre les uns des autres. L'Union européenne n'a pas de compétences en matière de santé. Mais ce que nous avons pu noter, c'est à quel point il était important de nous coordonner. Chaque matin, nous avions une réunion de coordination. Ma collègue qui travaille sur les frontières pour faire en sorte que les camions puissent eh bien, circuler, parce qu'à un moment donné, il y avait des embouteillages de 40-50 km aux frontières avec des transports d'équipements médicaux. Nous avons dû nous assurer que les masques, les équipements de protection, le gel hydroalcoolique puissent être disponibles. Ce que nous avons appris de tout cela, c'est qu'il nous faut eh bien, être plus clair
pour dire si ça se reproduit, nous nous coordonnerons mieux. Nous coordonnons nos actions de manière plus efficace. Et il nous faut également des réserves, des stocks, parce que nous ne pouvons pas compter sur des pays tiers pour tout ce dont nous avons besoin. Il nous faut nous assurer que nous ne soyons pas dépendants d'un seul fournisseur. Certaines des molécules essentielles qui entrent dans la composition de médicaments, médicaments pour soigner le Covid bien sûr, mais aussi pour d'autres maladies, il faut nous assurer que ces substances actives, nous ne puissions les obtenir. Il nous faut donc évaluer ça. Donc nous avons tout un plan de travail pour tirer les enseignements de ce que nous avons vécu pour pouvoir nous protéger plus efficacement la prochaine fois. Nous avons retenu la leçon. Nous avons également retenu la leçon de la crise financière. Et une des leçons à tirer qui nous a aidés, les banques sont dans une situation tellement meilleure qu'elles ont pu créer un canal pour que les aides puissent parvenir à l'économie réelle et aux entreprises qui avaient besoin tout d'abord de trésorerie, de liquidité et, dans un deuxième temps, de capital maintenant. Un autre enseignement que nous avons tiré, c'est que nous avons réagi très tard et peut-être trop faiblement. Donc les conséquences sociales de cette crise financière sont devenues plus profondes que ce que je crois que nous souhaitions. Et c'est pourquoi il est très important que nos chefs d'État et de gouvernement décident rapidement sur ce plan de relance, Next Generation EU, le plan de relance européenne, parce que ça, en soi, eh bien, cela vaut des milliards et c'est la condition sine qua non pour pouvoir eh bien, rendre possible la relance, pour pouvoir également montrer un leadership, montrer la voie, je pense à l'économie numérique, mais entre autres. C'est un encouragement clair qui nous a été lancé à négocier entre nous et à nous mettre d'accord. Merci. Je retiens de cet entretien la réaffirmation de l'économie de marché social, donc l'existence d'un filet social de l'État-providence, qui est quand même ce que l'Europe a fait de mieux probablement, et puis aussi le point selon lequel nous avons appris de la crise, nous avons appris du monde qui a changé, et donc nous allons nous adapter pour que l'Union européenne soit plus forte. C'est un très beau message envoyé à nos auditeurs, donc je vous remercie au nom du Cercle pour votre participation, et donc nous comptons sur vous, bien sûr, l'année prochaine. Well, thank you very much. It was Merci beaucoup, c'était un plaisir d'être avec vous et j'espère être auprès de vous en chair et en os très bientôt.